Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Manuel Perrondet. Bonjour Manuel. Bonjour Frédéric. Alors, tu as été élu meilleur sommelier de France en 2008, puis décoré du col bleu-blanc-rouge du meilleur ouvrier de France en 2011. Ta passion pour le vin, elle est née très tôt. Tu as toujours été animé par une mission, la partager, justement, cette passion. D'abord au travers du service dans les plus grands hôtels parisiens, puis par l'entrepreneuriat et l'animation d'une communauté de passionnés du vin. Si ta marque chef-d'œuvre a aujourd'hui autant de succès, c'est parce que tu l'incarnes totalement et parfaitement. Alors tu connais le principe de l'émission, on est là pour aller explorer tes émotions, tes apprentissages, tes ressentis, essayer de comprendre un petit peu comment tu fonctionnes. On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie pour venir agrémenter et illustrer ton parcours. On va explorer ton esprit pionnier et on va, on l'espère à la fin de cette émission, en savoir un petit peu plus sur la manière avec laquelle tu fonctionnes. Alors c'est parti. Tu es né en 1980 à Autun, en Saône-et-Loire. Tout à fait. À quoi ressemblait ton enfance ? Assez joyeuse. Je vivais un peu entre la campagne et cette petite ville au pied du Morvan, avec un papa médecin et une maman artiste, et surtout le goût des belles choses à la maison, puisqu'ils aimaient cuisiner. Donc j'ai grandi dans une famille où on aimait vivre. Cuisiner et donc enfin toutes les bonnes choses de la table. Voilà, et du verre aussi, parce que je voyais mes parents déjà. Mon père médecin était médecin en Bourgogne et il avait quelques vignerons clients. Et donc, il était, pour la petite anecdote, le médecin de la mère de Jean-Charles Cuvelier, qui était le régisseur de la Romanée-Conti à l'époque. Donc, c'est pour vous dire à quel point, déjà, mon père côtoyait un petit peu l'univers des bovins et j'ai grandi avec ça. Et c'est pendant tes années au lycée que la cuisine est devenue un rêve réalisable pour toi. Comment c'est venu ? Alors la cuisine d'abord. La cuisine, c'est venu parce que je faisais, au départ, j'étais en première scientifique, je m'ennuyais profondément et j'ai dit à mon père un jour, je veux faire de la cuisine. Lui, il voulait que tu sois médecin. Moi, je pensais devenir, voilà, mais j'ai vite compris que c'était pas du tout pour moi. Et par contre, c'était quelque chose de concret. Je voulais faire quelque chose de concret où il y ait du partage, il y ait cette ambiance vraiment ce qui réunit les femmes et les hommes, le partage, les moments à table. Et donc, la cuisine, c'était une solution. Et j'ai fait un stage dans un bel étoilé Michelin du sud de la France, à la Napoule, à l'Oasis, pour être précis, pour vraiment savoir si ça me plaisait. Et puis après, j'ai embrayé sur l'école hôtelière en BTS. Voilà, tu es parti juste après le bac en BTS. Donc, je suis d'abord cuisinier, après sommelier, mais je pense que tous les bons sommeliers sont d'abord cuisiniers, pour comprendre évidemment les associations mets et vins. L'inverse est vrai ? Alors, j'ai jamais vu ça. Pour l'instant, j'en ai pas vu qui étaient sommeliers qui sont devenus cuisiniers, mais peut-être qu'il existe, évidemment. Donc, tu pars en BTS cuisine à l'école hôtelière de Poligny, dans le Jura, justement, tout à fait. en 3 ans. À quel moment tu as rencontré le vin ? Est-ce que tu te souviens vraiment ? Je me rappelle très très bien. C'était le premier cours de restaurant avec un professeur assez extraordinaire qui s'appelait Denis Delmas, qui est à la retraite aujourd'hui. Et il m'avait vraiment totalement happé par le discours, par la présentation, la richesse de l'information et surtout la découverte des sens autour du vin. Parce que c'était la première fois que j'ai mis mon nez dans un verre d'un grand vin et comprendre un petit peu tout le process, depuis l'histoire, la région, le microclimat, le terroir, le lieu, et là, bien sûr, l'impact des hommes. Et puis tout ça traduit évidemment par des émotions, du ressenti, une capacité à exprimer un plaisir. Tu te souviens de ce vin ? Ah oui, c'était un Sauterne, oui. Ah oui, Sauterne, tu peux C'était nous un dire Sauterne. l'endroit exact Alors, je ne me rappelle plus exactement du Sauterne que c'était, mais en tout cas, moi, j'ai grandi avec les grands vins de Sauterne, qui sont certainement peut-être les vins les plus difficiles à faire et les plus passionnants à voir vieillir. Et donc, j'en buvais régulièrement avec mes parents, surtout pendant les fêtes de Noël. Alors, tu suis une mention complémentaire à l'école de sommellerie du Castel de Dijon en Bourgogne pendant 1 an, et puis ton premier job, oui. Incroyable, en 2002, oui. C'est directement sommelier au Georges V à Paris. Comment est-ce que tu as fait ? En fait, la petite anecdote, c'est que pendant que je découvrais le vin dans mon BTS d'hôtellerie à Poligny, je tombe sur Des Racines et des Ailes à la télé. Il n'y avait pas Internet encore à l'époque. Et je tombe sur Éric Baumard, le directeur du 5, un homme absolument incroyable. On dit le 5. Hein. On dit le 5, voilà, directeur restaurant le 5. Éric Baumard, voilà, merveilleux personnage du vin, une culture insondable et pour qui j'ai une admiration sans limite. Et je vois un peu comme un enfant voit Zinedine Zidane jouer au football. J'ai envie de travailler avec cette personne. Donc, en fait, je fais mes études, je ne pense qu'à une seule chose, c'est travailler au Georges V. Et je n'envoie qu'un seul CV à Paris avec une lettre de motivation absolument béton.
et une petite photo sympathique avec mon petit nœud papillon et une déclaration presque. Et j'ai eu la chance d'intégrer la brigade du 5 parce que la chance du débutant, un commis partait à ce moment-là. Donc j'ai le rêve d'un gamin qui peut pénétrer Tu n'as pas fait ce un 3 qu'on étoiles fait Michelin. habituellement, envoyer 50 ou 100 Ah non. CV pour son Et poste. d'ailleurs, Toi, ça t'en as avait envoyé un. totalement. Ça avait scié les RH du Georges V qui dit mais vous avez postulé ailleurs. Je dis non, pas du tout. Je veux travailler ici et nulle part ailleurs. C'était quand même assez spécial, évidemment. La chance de débutant. Bon, le Robin des Bois du CV. C'est vrai. Dans le mille. Alors, c'est quoi la journée type d'un sommelier? Un sommelier, c'est d'abord quelqu'un qui lit beaucoup, qui s'informe, qui est au fait évidemment de tout ce qui se passe dans la viticulture, qui va pas mal dans le vignoble pendant ses jours de congé à l'époque, et puis qui surtout après prépare en restaurant par exemple tout ce qui va permettre à vendre du vin, à servir du vin, à permettre à des particuliers de vivre des expériences, donc travailler avec le chef, vraiment travailler sur les recettes, les associations, regoûter certaines choses, discuter avec des agents, travailler avec des domaines, préparer l'avenir et surtout cultiver cette rotation de la cave qui fait partie évidemment de l'expérience client dans un grand restaurant. Et à 23 ans, Mmh. tu décides de bouger Ouais. de nouveau et tu pars, tu deviens sommelier chez Taïwan, Ouais. donc le célèbre restaurant avec une carte des vins exceptionnelle composée de 3000 références. On a Ouais. ici une photo de ce très, très beau lieu. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce que tu apprends? Bon, déjà, on était au Georges V aux 35 heures, c'était le début des 35 heures. Et je trouvais que c'était pas assez rythmé, j'avais envie de travailler plus. C'était évidemment la passion et la fièvre d'apprendre qui m'a prise. Donc j'ai voulu intégrer cette maison qui était un peu plus familiale. Il fallait tout faire. J'aime bien le côté on prend tout à zéro et on construit tout. Et donc Taïwan était pour ça merveilleux parce qu'il y avait une belle cave, mais il n'y avait pas de sommellerie vraiment dans ce restaurant. Donc j'y suis arrivé et puis on a pendant plusieurs années déployé ce service et permis à M. Vrina d'avoir, au-delà des 3 étoiles Michelin et de cette cave exceptionnelle, Jean-Claude Vrina, donc, un service, qui personnage absolument gère- incroyable qui a gérait vraiment marqué. l'établissement. Voilà. Chez Taïwan. Donc, tu continues ton parcours chez Taïwan, marque aussi le début des concours et des distinctions pour toi, puisque en 2005, tu deviens le meilleur jeune sommelier de France, à 25 Trophée ans. Ruinart. Mm. Et en 2006, tu es finaliste du meilleur sommelier de France. Ça se passe comment un concours? Raconte-nous comment c'est un concours. Un concours de pour devenir sommellerie comme le meilleur de France. sommelier de France, c'est une longue préparation, beaucoup de bachotage, beaucoup de questionnaires, beaucoup de dégustations à l'aveugle. C'est un exercice qui est un peu, pour les sommeliers, le 100 mètres des Jeux Olympiques pour l'athlétisme. On prépare évidemment toute la partie scénique, la partie émotionnelle, la culture des accords mets et vins, mais aussi une culture générale très élargie des vins. Et puis, c'est une sélection de sélection de sélection. Donc, au départ, il y a une centaine de candidats, puis après 12, puis après 3, et puis après, il n'y en a qu'un qui gagne. Donc, le concours a lieu tous les 2 ans. Et c'était un concours que j'ai passé pour la première fois donc à 26 ans. Et j'ai été arrivé en finale. Mais j'ai trébuché cette année-là. Mais je m'étais juré de Par contre, revenir. tu es revenu en 2008. Voilà, Cette fois, c'est la bonne. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu as changé entre 2006 et J'ai 2008? rencontré la personne qui a bouleversé ma vie, qui s'appelle Jean-Philippe Couturier, qui est la personne qui était un client du restaurant. Et à qui j'ai discuté de cette expérience. Et il m'a proposé un café le lendemain. Il m'a dit, si vous voulez, moi, je vous coach pour les 2 années prochaines. Et on y retourne en 2008 pour gagner. Et c'était totalement ahurissant comme proposition, mais j'ai réussi à me préparer avec beaucoup plus d'armes, des cours, du théâtre, plein de choses. Et ce coup-là, voilà. Donc là, on te voit lors de la finale du concours de la meilleur finale sommelier du de France. concours. Ouais, c'est vrai. Et alors, avant cela, il y a d'autres épreuves. Là, on voit, donc c'est un petit peu la dernière épreuve. Avant ça, c'est vraiment dans des salles avec. Vous êtes sur Il y a des table, salles, il y a vous, beaucoup d'épreuves. Il y a plein de choses, des corrections de cartes des vins, des questionnaires très très pointus sur la connaissance vignoble, de la dégustation sur des vins en élevage avec des commentaires à faire dessus. Enfin, on est à la fois en amont de la production et un petit peu bien sûr dans la stimulation du public après en sommellerie. Donc on nous fait passer plein d'épreuves sur tous ces sujets. Jean-Philippe Couturier a changé ta vie. Complètement. Eh bien, on l'écoute. Manu, Frédéric, bonjour. Frédéric m'a demandé de te poser une question, Manu. Alors, Manu, tu m'as fait déguster des choses exceptionnelles, à prix raisonnable, à boire une fois dans sa vie. Dis-nous pour tous les téléspectateurs le vin que tu conseillerais à boire une fois dans sa vie pour connaître une émotion dingue et à prix raisonnable. Très bonne question. Une émotion dingue à prix raisonnable. Moi, j'en ai encore des frissons, là, rien que d'y penser. Ma plus belle visite cette année, c'est un tout petit domaine qui était vraiment au bord de la banqueroute quand ils ont commencé en Bourgogne, à Centenay, parce que je suis un pur bourguignon d'origine. Et j'aimerais saluer le travail en viticulture absolument extraordinaire d'Anne-Marie et Jean-Marc Vincent, qui est un domaine
bouleversants, des gens qui vont bien au-delà de ce qu'on peut imaginer en termes d'excellence en viticulture et qui aujourd'hui récupèrent le fruit de tous leurs efforts. Donc ça sera sur un millésime 2021, le Centenay Premier Cru Blanc, les beaux repères. Ça, c'est en émotion, prix, plaisir, quelque chose qui me donne la chair de poule. Absolument merveilleux. En 2010, tu rentres au Royal Monceau en tant que chef sommelier. Et en 2011, c'est encore un autre concours qui s'ouvre à toi, Stéphanie. Effectivement, ce concours, c'est celui du meilleur ouvrier de France dans la catégorie sommelier. La finale se tient le 16 mai 2011 au Pré-Catelan à Paris. Il faut savoir que ce concours en sommellerie, il se tient tous les 4 ans avec à chaque fois 3 ou 4 gagnants. Et cette année 2011, vous faites partie des lauréats aux côtés de Bruno Méril, Antoine Pétrus et Benjamin Roffet. Vous avez alors 31 ans et vous avez dit lors d'une interview juste après que le col bleu-blanc-rouge a plus de pouvoir que le concours du meilleur sommelier de France. C'est vrai. C'est vrai, c'est un petit peu comme les Miss France, vous savez, le concours de meilleur sommelier de France, on se rappelle de vous 1 ou 2 ans, mais le col bleu-blanc-rouge, c'est une reconnaissance, c'est un niveau à atteindre. Donc en France, on est une vingtaine à avoir atteint ce niveau. Et je suis très honoré de faire partie de cette famille des meilleurs ouvriers de France où on prône l'excellence, la maîtrise de son métier, le partage et la transmission, qui sont vraiment des grandes valeurs. Donc c'était un rêve d'enfant. J'ai toujours vu des grands chefs avec des cols bleu, blanc, rouge, des grands pâtissiers. Et je me suis donné les moyens d'atteindre ce niveau. Comment tu fais pour reconnaître les vins? Enfin, ça paraît assez fou, parce que je me souviens qu'une fois, on avait discuté, tu m'avais dit, même quand on fait goûter à l'aveugle des gens, on va dire un petit peu tout le monde, parfois, ils ont même du mal à savoir si c'est un blanc ou un rouge. Mais toi, non seulement tu sais évidemment si c'est un blanc ou un rouge, mais évidemment, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Comment tu reconnais les vins? Tu en goûtes combien par jour à peu près quand tu es sommelier? Je goûte à peu près 10 000 vins par an parce qu'on fait... 10 000 vins par an, ça en fait 30 par jour? Voilà, à peu près. En fait, pour un sommelier, c'est assez normal. On goûte beaucoup de vins avec donc des agents, avec des vignerons qui viennent nous voir. Mais sinon, on va surtout dans le vignoble ou dans des grands salons. Donc, très vite, dans une journée, s'il y a Wine Paris, par exemple, on peut enchaîner 300 vins. Donc, ça va très vite. Pour reconnaître des grands vins, il faut les vivre émotionnellement. Je pense qu'il y a une partie de notre cerveau qui est vraiment connectée à l'affect. Et moi, c'est des sensations. Alors, je vais peut-être, pour les téléspectateurs, expliquer ça. Quand vous rentrez dans l'ascenseur et que vous sentez quelqu'un qui a le même parfum que vous, c'est immédiat. Vous le savez tout de suite. C'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose que vous reconnaissez. Ben moi, c'est un peu la même chose, mais le nez sur un verre. Si c'est quelque chose que j'ai déjà croisé et que j'aime, je m'en rappelle tout de suite. Donc, je suis prêt. On a des capacités, les sommeliers, parce qu'on s'entraîne beaucoup. C'est comme une chanson que tu reconnais? Voilà, il y a un air, c'est un peu comme les gens qui font de la musique, ils ont le feeling avec ça. Ben, nous, c'est un peu pareil avec les verres de vin, les sommeliers, j'entends, et cet exercice-là, c'est quelque chose de très émotionnel. Par contre, je ne suis pas du tout organisé comme personne, je peux perdre mes clés 5 fois par jour, mon téléphone, etc. Par contre, si je suis capable de me rappeler, je peux te rappeler les vins que tu as bu dans une soirée où je t'ai vu. Voilà, tu vois, c'est quelque chose d'assez particulier. Le vin est un aimant d'émotion, quoi. Voilà, tu te souviens aussi des moments. Voilà. Et donc tu associes le goût à un moment spécifique. Ouais. Et ensuite, quand tu réexpérimentes ce goût-là, tu te souviens du moment. Voilà. Et pour une autre petite anecdote, avec Jean-Philippe, un jour, il m'a remis un vin qui m'avait mis 5 ans à l'aveugle avant. Et j'ai reconnu, en fait, juste à la patte du tonnelier, le vin. C'est-à-dire qu'en fait, j'en suis plus maintenant à reconnaître, par exemple, l'esprit de la vinification et le tonnelier qui a été utilisé par rapport à l'architecture du vin. Voilà, donc c'est un truc de fou parce que voilà, ça paraît impressionnant comme ça, mais quand on boit 10 000 vins par an, ça devient plus facile. Tu aurais pu être né pour, né NEZ pour. J'ai déjà fait des exercices. J'ai fait des exercices avec eux. C'est très intéressant d'ailleurs de croiser les ressentis, parce que eux, c'est une approche très moléculaire des sensations. Le sommelier plante un décor et il va mettre des mots sur des ressentis. C'est très intéressant comme parallélisme. Alors pourquoi est-ce qu'on aime autant le vin en France? C'est quoi la particularité? Parce que c'est la boisson qui réunit tous les gens qui aiment célébrer, partager, se cultiver. Je pense qu'il n'y a rien de plus social. C'est la boisson la plus incroyable du monde, le vin. Pourquoi le vin s'est autant développé en France? Alors c'est pour ça? C'est parce qu'on aime se rassembler on a un grand passé historique sur la production des grands vins. On s'est concentré beaucoup sur leur excellence. On les a commentés pendant des siècles. On les a améliorés pendant des siècles. Et on a aujourd'hui un recul, une expertise sur nos propres vignobles et puis un passé qui nous a permis d'apprendre plein de choses. Donc oui, on est un des grands pays du vin parce qu'on a certes des climats, des terroirs, des sous-sols, des savoir-faire qui sont très spéciaux, mais on a surtout après été très concentré pendant pas mal de centaines d'années sur ce sujet. En 2012, alors que tu es toujours chef sommelier au Royal Monceau, tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat. Oui. Stéphanie.
Effectivement, et vous lancez Chef d'œuvre. Au départ, c'est un club de dégustation, un club d'amateurs qui effectuait des achats groupés de vin. Il réunit aujourd'hui 22 000 passionnés. Tous les mois, les membres reçoivent chez eux les bouteilles de vin sélectionnées avec soin. Vous proposez aussi des rencontres avec les vignerons, des masterclass, des cours d'œnologie, des soirées de dégustation avec les plus grands vignerons de France. Et on peut même d'ailleurs se constituer sa propre cave et pour la léguer à ses descendants. Alors l'équipe de Chef d'œuvre, elle est constituée d'une dizaine de personnes et chaque mois, entre 3 000 et 4 000 clients achètent via votre entreprise Chef d'œuvre. Tout à fait. Alors, c'est un club que je connais bien. Tu l'as monté avec donc Didier Kuhn et Laurent Bernilot, qui sont d'autres entrepreneurs. Et puis, évidemment, Jean-Philippe Couturier. Oui. Alors, être sommelier et entrepreneur, c'est pas un peu beaucoup? Alors au départ, c'était beaucoup parce que je faisais les deux en même temps, c'est-à-dire je faisais Chef d'œuvre la nuit et le Royal Monceau le jour parce que j'étais chef sommelier du Royal Monceau. 35 heures, tu les faisais 2 fois. Ouais, voilà. Mais j'ai toujours adoré ça et comme je le disais toujours, on dépasse la notion de service pour celle du partage en créant Chef d'œuvre. Donc je découvre l'adrénaline de l'entrepreneuriat, l'idée de créer une expérience client un petit peu spéciale parce que le digital, aujourd'hui, c'est le client qui est roi, il a une offre incroyable. La vraie question, un peu comme le disait récemment dans son livre Olivier Duhat, qui a écrit un livre qui s'appelle Think Human, qui est vraiment la révolution de l'expérience client dans le digital. Nous, on a voulu évidemment créer une expérience digitale et à la fois présentielle pour créer une forme d'hybridation entre ce que les internautes peuvent trouver vraiment en ligne. Beaucoup de grands sites vendent beaucoup de grands vins, mais par contre, aucun autre ne crée vraiment d'expérience comme celle qu'on fait. Et en ça, Chef d'œuvre est un petit peu spécial et on est un petit peu pour ça aujourd'hui reconnu comme les pionniers de cette expression de la stimulation de la passion. Ouais. Alors vous êtes les pionniers dans ce domaine-là, d'aller construire justement une communauté de passionnés en utilisant le digital autour du vin. C'est qui les pionniers de l'œnologie de manière générale pour toi? Qui a vraiment fait avancer les choses? Alors, dans le monde du vin et la production du vin, il y a eu des gens très marquants. Il y a eu, bien sûr... les Grecs, il y a 4500 ans. Les Grecs, voilà. Si on peut remonter jusqu'aux Grecs, voilà. Il y a eu beaucoup de grands faits marquants dans l'histoire. Je pense que dans l'histoire un peu plus contemporaine, il y a évidemment Pasteur pour la compréhension de la fermentation, la maîtrise des fermentations et la réflexion un peu plus scientifique sur la fermentation. On dirait aussi qu'il y a eu des grands professeurs d'œnologie, Émile Pénaud par exemple, qui a fait beaucoup avancer la qualité des grands vins. Mais aujourd'hui, il y en a des centaines. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a internationalisé la culture et la connaissance du vin. Et au-delà de ça, maintenant, on va beaucoup plus vite parce qu'on est plus nombreux. Et qu'est-ce qui est nouveau dans le vin aujourd'hui? Par exemple, qu'est-ce que tu vois comme tendance? En fait, la grande tendance que j'observe, c'est qu'on a eu pendant pas mal de temps fait du vin pour répondre à des besoins économiques. Maintenant, on le fait beaucoup plus pour incarner l'idée d'un lieu, l'idée d'un terroir, l'idée d'un savoir-faire et d'une histoire. Donc aujourd'hui, l'économie est en face. Elle est là, elle est au rendez-vous, et donc les viticulteurs expriment beaucoup mieux le potentiel des lieux. Il y a eu des époques où l'économie du vin était terrible, et où en fait on faisait du vin en quantité. Par exemple, on remplaçait des plants de qualité par des plants productifs, on faisait des viticultures en chimie, etc. Aujourd'hui, tout ça est en train de se révolutionner, et partout dans le globe. Les pays du Nouveau Monde, qui ne sont plus tout à fait des pays du Nouveau Monde d'ailleurs pour les vignobles, font ce même virage. Ils font des vins de lieu, des vins identitaires, des vins qui ont des racines, et l'âme, bien sûr, de la personne qui les fait naître. Et la biodynamie, tu penses que c'est quelque chose de... C'est le sens de l'histoire, et c'est un retour finalement à du bon sens, puisque la biodynamie permet de limiter les interactions chimiques et les interventions dans le vin pour la viticulture en tout cas. Et ça stimule un système racinaire. Qu'est-ce que c'est exactement la biodynamie? C'est une pensée qui va bien au-delà de la viticulture, qui est en fait une stimulation des plantes par des préparations, des infusions, et tout un cycle de la plante qu'on va stimuler avec donc des tisanes, des choses comme ça. On va prévenir plutôt que guérir. Voilà, c'est ça un peu la biodynamie, puis on va surtout permettre à des sols d'avoir une vie différente, d'avoir dans les vins des pH, des équilibres différents. Les grands viticulteurs d'aujourd'hui sont totalement convaincus par les effets de cette viticulture qui dans la baie, en tout cas, d'un point de vue analytique ou d'un point de vue sensoriel dans les vins, fait la grande différence. C'est quoi les grands challenges du vin actuellement? Que ce soit le vin français par rapport à des concurrents mondiaux ou que ce soit tout simplement le vin dans son ensemble par rapport au changement climatique? Le changement climatique est un énorme challenge. On va
Comment on y répond alors? On y répond en revenant au bon sens peut-être, viticulture soignée, peut-être repenser les surfaces foliaires, repenser un petit peu comment c'est en train de se déployer par exemple en Bourgogne, des palissages plus hauts, on va recréer de la fraîcheur, faire de l'agroforesterie, remettre évidemment le végétal au cœur de tout ça Quand pour on met les recréer. vignes plus haut, on crée de la fraîcheur en dessous. Exactement, oui, le domaine Trappé a fait ça dans l'arrière de son jardin. Ils ont fait des tests et on s'aperçoit évidemment que quand on palisse plus haut, on recrée de l'ombre portée et on a moins d'impact de la chaleur, surtout dans les étés très chauds qu'on a traversés. Et alors Mais- pourquoi on avait oublié ça? Parce qu'on a voulu mécaniser, hein, on a voulu aller vite, on a voulu produire plus et peut-être vendre moins cher à l'époque. Maintenant, on produit moins, mais on vend beaucoup plus cher, on valorise. Ça, c'est l'autre enjeu. Il va falloir gérer évidemment la fièvre et la folie des grandeurs sur ça, parce que ça fait exploser le prix du foncier. On ne peut plus transmettre à ses enfants. Ça, c'est les autres problèmes aujourd'hui de la viticulture. Il y a des régions qui sont à plusieurs dizaines de millions d'hectares sur les coteaux, et pour lesquelles, évidemment, là, la question de la transmission sur les générations à venir se pose vraiment. C'est le prix du foncier qui explique la différence de prix entre Exactement. certains vins? Oui, ça c'est vraiment ça. C'est essentiellement ça. Sur un foncier à 3000 € hectares dans le Roussillon, on peut tout essayer, on est vraiment en mode entrepreneur, on peut tout cracher même si ça ne va pas. Quand vous êtes dans le coteau de Chambol-Musigny, vous n'avez pas trop le droit. Enfin, vaut mieux pas se rater, c'est ça que je veux dire. Voilà, parce qu'il y a des enjeux économiques qui sont très conséquents. Et voilà, c'est évidemment le foncier qui fait changer beaucoup le prix des vins. Alors pour terminer, on va essayer d'avoir quelques conseils. Comment on fait pour Oui. choisir un vin, un bon vin? Comment on fait quand on s'y connaît pas ou pas trop? Au restaurant ou dans la vie? Partout dans la vie. Moi, je pense que j'ai un conseil. Le vin, c'est quelque chose d'émotionnel. Et je pense qu'il faut aller chercher chez la personne qui le conseille, que ce soit le caviste ou voilà, peut-être le sommelier. Il faut aller chercher la note sensible, la corde sensible. Faites comme si c'était pour vous et faites-nous vibrer. Je pense que c'est les deux petites phrases qui vont déclencher chez la personne, en tout cas, le côté affectif qui va chercher peut-être à la bouteille, qui va aller apporter quelque chose d'autre, aller plus loin, en fait, que la Donc simple on se repose proposition. sur l'avis justement de Alors, quelqu'un j'aime- qui l'a déjà. Voilà, il y a expérimenté. des excellents guides de vin qui permettent aussi à un particulier d'aller dans les vignobles et peut-être de découvrir une forme de hiérarchisation des vins. Puis après, évidemment, il faut peut-être aussi se laisser prendre par la main, avoir des mentors, peut-être aussi se laisser embarquer dans une communauté. Le vin, c'est vraiment le partage. Donc voilà. Rejoindre un club peut-être. Peut-être Tu en Chef connais d'œuvre. un, peut-être tu connais un bon club. Chez Oui, L'Œuvre. je connais Chef d'œuvre, oui, parce que c'est vraiment ça, Chef d'œuvre, c'est une tribu. Et j'aime bien l'idée que le vin soit du partage. Il y a beaucoup de vins qui ont été à l'affiche de Chef d'œuvre qui ont été soufflés par des clients de Chef d'œuvre. Et ça, c'est vraiment la magie du vin. Puisqu'avec Chef d'Œuvre, tu permets à la fois de évidemment découvrir des nouveaux vins, mais aussi d'en apprendre Exactement. sur le vin. D'ailleurs, vous avez des projets quels sont les projets par rapport à Chef d'Œuvre? Alors, Chef d'œuvre, aujourd'hui, c'est beaucoup d'expérience pour les particuliers, c'est des ventes quotidiennes, c'est un outil digital qui est incarné avec pourquoi j'aime, pourquoi j'achète à chaque fois. Je pense que c'est très important, très structurant pour quelqu'un qui cherche des émotions, d'avoir dans le visuel, en tout cas sur le site, quelque chose qui lui parle directement. Donc, le storytelling est très profond chez nous. Par contre, il faut aller plus loin dans la culture. Je pense que la culture et la connaissance sont les clés vraiment. Et on est en train de mettre en place chez Chef d'œuvre, en tout cas, une formation pour qu'on puisse aller au-delà, peut-être prendre les consommateurs au départ, les hisser dans leur culture du vin, leur faire vivre des expériences pour les amener peut-être là où ils rêvent d'aller en tant que passionnés de vin. Avant de se quitter, je vais laisser la question finale à Jean-Philippe Couturier. On écoute. L'émission Les Pionniers, tu associes les mots au vin, les vins aux mots. Dis-nous quel vin tu associerais à l'émission Les Pionniers. Ciao. Alors, quel vin on associe à l'émission? Merveilleuse question. Dans les pionniers, j'associerais un pinot noir de Jérôme Breteau qui s'appelle Statera, qui est né à une époque j'aime bien dans l'idée du vin que rien n'est impossible. Et Jérôme Breteau a été le premier à croire au pinot noir sur les terroirs du muscadet. C'est pour dire à quel point, évidemment, tout ça est contradictoire. On a tous en tête peut-être l'idée du muscadet bu comme ça, sympathique, sur le port de La Rochelle avec quelques huîtres. Mais c'est bien plus que ça, les terroirs de cette région. Et lui a fait l'impossible, c'est-à-dire produire des vins de très très haut niveau qui tutoient les plus grands Bourgognes rouges dans une région où personne n'y croyait. Donc pour moi, ça c'était vraiment un vin de pionnier.